Le Covid a-t-il disparu 4 ans après l'apparition du mystérieux virus qui a confiné des milliards d'habitants? Nous allons poser la question dans ce grand angle à Philippe Sansonetti, scientifique internationalement reconnu. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Microbes sans frontières, l'homme et les microbes, pour le pire et pour le meilleur. C'est aux éditions Odile Jacob. Je précise aussi que vous avez été professeur au Collège de France, où vous avez été titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses, professeur émérite toujours dans la célèbre institution et aussi à l'Institut Pasteur. La première question qu'on se pose, comme ça on va clarifier cela, quelle est la différence entre un microbe, un virus et une bactérie? Oui, il y a beaucoup de confusion. Une bactérie, c'est un micro-organisme, un microbe, qui a toute son autonomie de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est capable de tout faire pour survivre dans l'environnement où il se reproduit tout seul. Il se reproduit tout seul, il se divise, il se reproduit tout seul. Un virus, non. Un virus, c'est simplement d'acide ribonucléique, désoxy ou ribonucléique. ADN ou ARN ADN ou ARN, qui n'a pas la capacité justement d'avoir cette autonomie. Il a besoin de fonctionner comme un parasite dans une cellule qui va lui fournir un certain nombre d'éléments qui lui permettent en fait de se repliquer, de faire deux virus à partir d'un virus. Donc le microbe, c'est la famille, c'est-à-dire que le virus est un microbe, la bactérie est un microbe, mais le virus et la bactérie ne sont pas la même chose. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses, mais il y a un petit peu de confusion parce que tous sont petits et qu'on a fini par finalement mettre un petit peu tout dans le même panier, mais c'est vrai qu'il faut clarifier les choses. On parle de bactéries et de virus quand on veut vraiment rentrer dans des détails et dire des choses précises. Les deux donnent des maladies, virus et bactéries. Les deux donnent des maladies, mais pas uniquement. Je veux dire, très peu de bactéries, par exemple, sont ce qu'on appelle pathogènes pour l'homme, l'animal ou l'environnement. C'est moins de 1% environ. Donc il y a des tas de bactéries qui font de très bonnes choses, que ce soit pour nous, que ce soit pour les animaux ou l'environnement. Les virus aussi, il y a de plus en plus la reconnaissance qu'on est, même nous-mêmes, habités, on appelle ça le virome, habités par des virus qui sont manifestement pas pathogènes et dont la recherche actuellement essaie de comprendre pourquoi ils sont là, parce qu'il n'y a pas d'accident dans l'évolution. S'ils sont là, c'est qu'il y a une certaine nécessité et surtout un mutualisme, c'est-à-dire qu'ils en tirent un bénéfice et nous aussi. Ça, c'est un domaine qui est très très intéressant. Et on va revenir sur ce qu'on peut appeler un paradoxe, qui est d'ailleurs un paradoxe sur le fait que ces microbes peuvent provoquer des maladies, mais on ne peut pas vivre sans eux. Oui. Fin 2019, début 2020, un étrange virus fait son apparition. 4 ans après, le Covid-19 a-t-il disparu, professeur? Ça dépend de quoi vous parlez. Si vous parlez de la pandémie, c'est-à-dire cette explosion infectieuse à travers la planète, cette mortalité élevée, cette catastrophe économique, sociale, psychologique, oui, elle est terminée. Et si on peut dire vulgairement, l'OMS a sifflé la fin du match en mai l'année dernière, donc pandémie terminée. Si vous parlez de la maladie, non, on continue à avoir des cas de Covid dans certaines régions. On a encore, on peut dire, des vaguelettes pour essayer de trouver un terme qui corresponde à la situation. Et puis surtout, le virus continue, même si c'est sous le seuil épidémique dans la plupart des pays, continue à circuler parce que, pour être très honnête, il n'est pas éradicable. C'est très compliqué. Mais il n'y a pas eu de campagne de vaccination cette année comme la grippe, et pourtant il n'y a pas, vous le dites vous-même, de pandémie. Comment l'expliquer? C'est que la combinaison de la vaccination qui a protégé les personnes les plus fragiles dans la population, et puis la combinaison au fond avec des infections naturelles qui n'ont pas de gravité dans la mesure où les gens sont jeunes ou vaccinés, fait que tout ça s'est mélangé, si vous voulez, pour créer un état d'immunité collective qui fait que, pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'inquiétude particulière. Peut-on parler d'un virus saisonnier ? Peut-être, ça peut venir, ça vient pas tout de suite. Il faut un certain nombre d'éléments. Mais il y a un élément fondamental qui le pousse vers la saisonnalité, c'est la transmission aérienne et le fait que la transmission aérienne est beaucoup plus efficace l'hiver quand les gens se retrouvent dans les transports en commun serrés ou dans des lieux clos. Donc oui, on va vers une saisonnalité du type de la grippe.
Mais comme pour la grippe, on n'est pas à l'abri à un moment ou à un autre, demain, dans 6 mois, dans 6 ans, d'un retour d'un variant qui échappe complètement à l'immunité qui s'est installée globalement dans la population et d'avoir un retour pandémique. Il faut quand même garder ça en tête. Il ne faut pas complètement baisser les bras par rapport à ça. C'est pour ça que vous disiez pour l'instant, pardonnez-moi, je vous avais coupé, j'allais vous relancer, mais vous avez bien précisé pourquoi. Vous le savez, les rumeurs, les thèses les plus folles circulent notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce vaccin anti-Covid-19 peut provoquer de graves effets secondaires? Est-ce qu'il y a des cas où ce vaccin anti-Covid-19 a provoqué de graves effets secondaires? On peut dire des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes de santé notamment chez les femmes, s'agissant de leur fertilité. Oui, alors il y a eu, vous savez, il faut prendre encore une fois, se mettre dans le contexte. On a vacciné des milliards de personnes en quelques mois et dans ces milliards de personnes, il y a des personnes qui font des accidents, des maladies de la vie courante, si vous voulez. La conjonction de ces deux éléments fait qu'on peut penser que c'est lié au vaccin. Donc il faut faire très 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 attention. C'est pour ça qu'il y a des études cliniques qui ont été faites dans un premier temps, pendant plusieurs mois, ce qu'on appelle des phases 3, qui ont détecté effectivement des effets secondaires possibles, en particulier le fait que les vaccins ARN messagers avaient une capacité d'entraîner pas mal d'inflammations, qu'elles soient locales et parfois générales. Comme le Pfizer notamment. Comme le vaccin Pfizer, comme les vaccins ARN messagers en réalité, parce que c'est une de leurs caractéristiques, l'ARN même traité tel qu'il est pour faire ces vaccins a tendance à être très pro-inflammatoire parce qu'il est reconnu comme un virus quasiment dans l'organisme. Donc ça, c'est un élément important et ça, c'était bien cadré à la fin des études cliniques, on savait à quoi s'en tenir. Il faut voir aussi que pendant ces études cliniques qui portent déjà sur un nombre considérable de personnes, généralement des centaines de milliers, on peut rater des effets secondaires extrêmement rares et ceux-là, on les voit apparaître éventuellement plus tardivement lorsque le vaccin est donné à des centaines de milliers, des millions de personnes dans la population générale. C'est ce qu'on a vu avec le faible nombre, mais rapporté véritablement au vaccin ADN recombinant avec ces accidents thromboemboliques. Ce sont les accidents de myosite, de myocardite, qu'on a vu, de péricardite qu'on a vu avec les vaccins ARN messagers qui sont encore une fois une manifestation de l'inflammation que causent ces vaccins. Mais la recherche peut permettre d'améliorer cela et d'éviter ces effets graves. Alors, faut voir deux choses par rapport à ces effets. D'abord, ces effets des vaccins ARN messagers, il n'y a pas eu véritablement, même suite à ces accidents au niveau cardiaque, par exemple, de conséquences. Je veux dire, ça a guéri très bien et il n'y a pas eu véritablement d'inquiétude majeure. Mais quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, il faut dire deux choses. La première, c'est que en période de drame pandémique, il faut faire jouer différemment la notion risque-bénéfice. C'est-à-dire qu'un accident qui survient chez 40 000 ou 100 000 personnes vaccinées, dans une période où les risques de maladies graves, voire de décès, sont très très importantes, ce rapport risque-bénéfice, il doit jouer en faveur de la vaccination, dans des limites raisonnables, bien entendu. C'est un peu quand même ce qui a été fait dans le cas de la vaccination Covid. C'est vrai qu'en période où les choses se stabilisent, on peut penser que c'est plus difficile à admettre par la population et c'est là que la science intervient pour améliorer les vaccins. Et les vaccins sont améliorés en permanence. Alors ce livre, c'est une somme unique, disons-le clairement, sur les connaissances actuelles des microbes, sur les moyens de nous en défendre. Virus, bactéries, champignons, parasites nous accompagnent depuis la nuit des temps. Mais on a tendance à l'oublier. On parlait de la pandémie de Covid à l'instant. Ça fait quoi, à peine un siècle et demi en fait que l'humanité, grâce aux médecins, grâce aux chercheurs que vous êtes, peuvent guérir au fond de ces maladies infectieuses. Ah bah tout à fait. De toute façon, avant de pouvoir guérir les maladies infectieuses, il fallait identifier la cause des maladies infectieuses, les microbes responsables. Et ça date, c'est l'époque pasteurienne, c'est l'époque de Robert Koch, ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Auparavant, on avait vu les microbes, mais on n'avait pas très bien compris à quoi ça pouvait servir, si je puis dire. Koch, notamment le bacille de Koch. Oui, par exemple, le bacille de la tuberculose qui a été découvert par Koch. 1882, vous voyez, pour donner des dates à peu près précises. Donc c'est là que toute l'aventure de l'identification de la cause infectieuse des maladies commence après les travaux de Louis Pasteur. Mais même à ce moment-là, la thérapeutique, elle va répondre surtout à
qui est très vite la fille de la microbiologie, c'est l'immunologie et la sérothérapie. Donc on va faire des sérums anti-diphtériques, par exemple, qu'on va injecter à des patients. Et il y a des succès, mais très vite, on voit les limites de cette sérothérapie. Et il faudra attendre 1937 pour avoir les premiers sulfamides et en gros la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir la pénicilline et puis ensuite la cascade de nouveaux antibiotiques qui vont apparaître. Qui ne sont pas efficaces, on le rappelle, contre les virus. Hygiène individuelle et collective, vaccins, antibiotiques, épidémiologie aussi, oui. Ce sont les principaux outils de cette avancée. Un miracle sanitaire, on peut le dire ? Au XXe siècle, on peut considérer, en tout cas dans les pays du Nord, avant que tout ça n'aille aussi s'appliquer dans les régions en particulier intertropicales qui souffrent encore pas mal des maladies infectieuses. Oui, on peut considérer qu'au XXe siècle, ça a été un miracle. Imaginez qu'à Paris, dans les années 20, il y avait encore 4000, pas à Paris, en France, 4000 enfants qui mouraient chaque année de diphtérie. C'est quand même incroyable. Donc on vivait dans ce monde de diphtérie, dans ce monde de tuberculose, dans ce monde de choléra. On s'en rend plus tellement compte maintenant. Pour celles et ceux qui nous regardent notamment en Afrique, mais aussi en Asie, pourquoi est-ce si compliqué, si on prend une maladie comme le paludisme et du moustique, au moment où l'on parle de l'arrivée du moustique tigre en France, c'est d'ailleurs le cas, il est déjà présent, le moustique tigre en France, notamment dans le sud. Pourquoi c'est compliqué ? C'est l'animal qui tue le plus au monde. C'est le premier meurtrier sur la planète. C'est pas le serpent. C'est effectivement l'Aedes, ou les vecteurs généralement, les moustiques vecteurs du paludisme. C'est d'abord parce que il est extrêmement difficile de contrôler ces populations vectorielles. Les moustiques, il y en a partout, et en Afrique intertropicale en particulier, les conditions climatiques, l'humidité, les coups de chaleur, tout ça favorise la reproduction du moustique. Et le contrôle vectoriel, il a globalement échoué avec le DDT, avec la chimie. Et puis aujourd'hui, ce serait plus acceptable. Mais il y a un vaccin en cours contre le paludisme ? Il commence à y avoir... Alors, il y a des préventions. La prévention, elle est quand même, il faut le dire clairement, la prévention des gîtes qui s'est relâchée un petit peu en Afrique récemment. Vous voulez dire la moustiquaire Alors, il y a les moustiquaires imprégnés, bien entendu, et puis il y a le fait d'éliminer toutes les eaux stagnantes dans l'environnement des habitats, de manière à éviter la ponte des œufs et l'éclosion des moustiques. Tout. Ça, c'est important, la prévention. Et puis des traitements préventifs chez les enfants et chez les femmes enceintes. Alors, le vaccin, il n'est pas tel qu'il est actuellement. Ça fait 50 ans de vaccination, d'études pour trouver un vaccin contre le paludisme. On commence tout doucement à y arriver avec des vaccins dont le niveau d'efficacité n'est pas énorme. Mais en fait, pour l'instant, plusieurs pays d'ailleurs l'ont décidé, comme le Cameroun, on va y aller. Il faut y essayer, surtout chez les petits, parce que les bébés sont très sensibles au paludisme et meurent de paludisme, et femmes enceintes. Et donc, il vient s'articuler finalement en complément des autres approches, en espérant que dans les années qui viennent, amélioration après amélioration, on aura un vaccin comme on vaccine contre la rougeole ou contre... Pour l'instant, ça reste encore un élément complémentaire de la stratégie globale. Alors, préserver ce qui peut rendre malade, on le disait, ça peut être paradoxal. Je parle bien entendu du microbe. D'ailleurs, on parle de microbiote. Donc, effectivement, il faut préserver les microbes. Alors, il y a la bonne face, si on peut dire, des microbes. Comme on le disait au début, tous les microbes ne sont pas pathogènes. L'immense majorité ne le sont pas. Les microbes, il y en a partout sur la planète, dans les océans, dans le sol, et dans les êtres animaux, êtres humains, ce qu'on appelle le microbiote, effectivement. On en a 100 000 milliards dans nos intestins. Bon, voilà. Et ce microbiote, il a tellement, comme on dit, co-évolué avec nous en tant qu'êtres humains évoluants, en tant qu'animaux évoluants, qu'il y a une espèce de symbiose, disons, parfaite qui s'est effectuée. Et ce microbiote joue un rôle dans notre santé. C'est-à-dire joue un rôle dans notre nutrition, dans notre métabolisme, dans la maturation, le maintien d'efficacité de notre système immunitaire. Donc il y a tout la psychologie aussi, le moral aussi, on dit souvent. Alors on commence à voir effectivement aussi ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, où ce microbiote pourrait ou a sans doute effectivement... C'est intéressant l'idée de symbiose interne. Alors il nous restait là
Atlas, j'allais vous me lancer, mais on me dit 30 secondes, mais juste, pourquoi c'est important d'avoir une santé comme une seule santé en fait? C'est que l'étude des virus, des microbes, elle doit s'inscrire dans notre environnement. On a beaucoup parlé d'ailleurs du pangolin, peut-être un peu trop vite d'ailleurs à l'époque. Oui, on partage tous un environnement globalement, et si cet environnement souffre, il y a une dégradation, il y a éventuellement des maladies. Ce microbiote dont on parlait, il faut le préserver. Il est agressé par les modes de vie modernes, par les antibiotiques mal utilisés, par des tas de facteurs qui font que son appauvrissement probablement amène à un certain nombre de maladies non communicables, non transmissibles, mais qu'on commence à voir émerger. Microbes sans frontières, Philippe Sansonetti, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un livre à lire absolument si vous voulez mieux comprendre les enjeux donc de santé publique autour des virus notamment, comme celui de la Covid-19. Merci à vous. Merci.